Didier Beaujouan. Marie-Louise Besson. Marie-Louise Besson m'a fait savoir qu'elle était absente. Elle m'a envoyé un petit mot pour s'excuser. Philippe Lavette. Nadia Blin. Elle n'est pas là. Alexandre Bouillon. Jean-Louis Boulanger. François Caligny-Delahaye. Thierry Cambon. Julien Champin. Christophe Cliquiet. Olivier Collin nous avait annoncé qu'il était absent et il a donné pouvoir à Annie Dubos. Chantal Courbier. Colette Krief. Denise Davout m'avait fait savoir qu'elle serait absente. Amandine de Bonnet-Léon n'est pas encore arrivée. Didier Delprete. Anne-Marie Le Peigne. Annie Lubeau. Tristan Duval. Bernadette Fabre. Jean-Louis Fouché. Christine Garnier. Daniel Garnier. Jean-Luc Garnier a donné pouvoir à Stéphane Moulin. Sophie Gauguin vient de nous envoyer un petit SMS pour dire qu'elle arrivait. Annie-France Gérard. Patrice Germain. Isabelle Granat. Jean-Luc Grescoviac. François Elie. Olivier Homol. Roland Journet. Il n'est pas là. Valérie Kianowski. Harold Delafay. Alain Larousserie. Sandrine Le Baron. Didier Lecoeur. Annie Lelièvre. Francine Lelièvre. Denis Leloup. Laurent Lemarchand. Xavier Madeleine a donné pouvoir à Laurent Lemarchand. Lionel Maillard a donné pouvoir à Olivier Paz. Serge Marie a donné pouvoir à Thierry Cambon. Gérard Martin a donné pouvoir à Pierre Mouraret. Marie-Laure Mathieu a donné pouvoir à Alexandre Bouillon. Denis Moisson. Yves Moreau. Jean-François Morel a donné pouvoir à François Vanier. Jackie Morin. Johan Morlot a donné pouvoir à Amandine, qui ne saurait tarder. Stéphane Moulin. Pierre Moiraret. Présent. Gérard Naïmi a donné pouvoir à Alain Assement. Payola Jean-Marc. Martine Patourel a donné pouvoir à Harold Delafay. Brigitte Paturel. Olivier Paz, présent. Sylvie Penel. Alain Perronnet n'est pas là. Géry Picodot. Emmanuel Porc. Patrick Thibout. François Vanier. Gilles Walter. Merci beaucoup. J'avais omis de préciser que, comme à l'accoutumée, c'est Emmanuel Porc qui accepte, avec vos encouragements, d'assumer le secrétariat de séance, et je l'en remercie vivement. L'ordre du jour, donc, on a deux questions, enfin deux réflexions de fond, une sur l'intelligence territoriale et la délégation qu'assume maintenant Tristan Duval, et l'autre sur notre schéma définitif de mobilité. Et le reste des opérations, c'est plutôt assez formel, mais voilà, on n'a pas un ordre du jour trop chargé, ce qui devrait nous permettre, le cas échéant, de débattre des deux points importants que je viens de citer. Le premier point à l'ordre du jour, très naturellement, c'est l'approbation du procès-verbal du Conseil communautaire du 21 mars 2024. Est-ce qu'il y a eu des remarques? Alors, je vois Alexandre. Juste une remarque, je l'ai repéré à certains endroits. On avait dit qu'il fallait donner son nom avant d'intervenir, et ne le faisons pas ni les uns ni les autres, moi le premier j'imagine. Il y a des interventions qui sont, à mon avis, attribuées à des personnes qui n'ont pas fait ces interventions. Alors, j'en parlerai peut-être pas aujourd'hui parce que c'est la partie qui m'a intéressé, celle concernant le SPANC.
Il y a des interventions qui sont attribuées à Olivier Hommol. J'imagine que les traducteurs ont des difficultés à faire la différence entre les différents Olivier. Et c'est Olivier Collin qui les a donnés. Merci beaucoup Alexandre pour cette précision. Et on va donc vérifier, essayer de se remémorer les propos des uns des autres et rectifier, rendre à Jules ce qui appartient à César. Sophie donc Gauguin arrive. Est-ce qu'il y a d'autres remarques sur ce compte-rendu? Non. Ben, si tel est le cas, je le soumets donc avec les rectifications que nous allons opérer. Je le soumets à votre approbation. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Je vous remercie. Je vais maintenant donc passer la parole à Tristan Duval, auquel j'ai confié il y a quelques mois maintenant une délégation. Vous savez que nous le voyons, nous sommes dans une période de très très forte évolution. On voit des tas de métiers dont on nous dit que demain ils n'existeront plus, que l'intelligence artificielle les remplacera. On voit des nouveaux métiers qui apparaissent, et on sent bien que nos organisations territoriales, elles ont un peu de mal, j'allais dire, à trouver leur place dans tout ça et à bénéficier finalement des améliorations. Et donc, j'ai demandé à Tristan de réfléchir là-dessus. Comment est-ce qu'on pouvait finalement, ce qui est notre vœu à tous, avoir un fonctionnement qui soit un fonctionnement économe, vertueux et efficace, puisque c'est quand même ce qu'on demande avant tout à nos collectivités. Et donc, je lui donne maintenant la parole de manière à ce qu'il puisse vous dérouler la manière dont il envisage que ça puisse se faire. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, bonsoir. C'est vrai que donc dans le cadre de la réorganisation de notre interco et de ma fonction, le Président a bien voulu revoir cette délégation et me déléguer pour des sujets dits d'anticipation et de prospective. Alors ce soir, il ne s'agit pas de faire un plan complet de tout ce qui pourra être mené, mais d'avoir déjà une photographie à la fois des problématiques auxquelles on pourra être confronté dans les années à venir et peut-être une façon de répondre à ces enjeux. Moi, j'ai, comme beaucoup d'entre vous, une passion pour les sujets d'avenir et d'anticipation, et parfois, on est tous, trop souvent, le nez dans le guidon et pas suffisamment le temps de se projeter, soit parfois parce qu'on n'en a pas l'appétence, soit parce que souvent on est pris par le quotidien et par un certain nombre de sujets, mais qu'on peut ne pas aimer le monde qui est en train d'arriver et tout ce qui va être les sujets d'avenir. Mais si on ne s'occupe pas de ces sujets-là, eux vont s'occuper de nous. Et l'idée, c'est, comme le disait Simone de Beauvoir, prévoir, c'est déjà agir. Et donc essayer de faire en sorte qu'on ne subisse pas les événements, mais qu'on essaye de les façonner. On est à un moment de bascule très important. Peut-être que vous l'entendez souvent dans les actualités ou sur un certain nombre de sujets liés à l'économie. Et notamment, on nous parle d'intelligence artificielle en même temps que nous sommes réunis, a lieu à Paris un summit autour de l'intelligence artificielle qui réunit les plus grandes entreprises, les plus grands experts, les plus grands chercheurs autour de ce sujet-là. Et cette intelligence artificielle, elle va transformer de manière considérable, plus que n'a pu le faire aucune révolution industrielle, la façon que l'on a d'avoir un rapport au travail, d'avoir un rapport à un mot qui est souvent utilisé sur la productivité, sur la façon dont on va travailler. Cette intelligence, elle va occuper une place centrale. Et en tant que représentants ou serviteurs dans la fonction publique, nous avons, nous, la responsabilité de comprendre, d'essayer d'embrasser, de tirer parti de cette révolution pour améliorer les services et répondre aux attentes croissantes de l'ensemble des concitoyens. L'intelligence artificielle ou tous les sujets qui pourront être amenés au sein de cette délégation, parce que l'idée c'est d'avoir vraiment, d'essayer d'embrasser de manière assez large tous les outils technologiques et toutes les arrivées qui pourraient modifier notre rapport aux concitoyens ou notre rapport à la façon de travailler au sein de chacune des collectivités. C'est un changement de paradigme. Elle va offrir des opportunités immenses pour rendre des processus plus efficaces, peut-être éclairer nos décisions.
Il faut vivre cette intelligence artificielle comme un outil d'accompagnement à la décision qui va changer beaucoup de choses, mais qui va aussi permettre à certains de nos administrés de trouver des réponses de manière plus efficace et parfois de manière plus proactive. Mais permettez-moi d'explorer avec vous cette idée de l'intelligence artificielle, mais il est crucial pour la fonction publique de s'adapter à cette IA et comment nous pouvons le faire de manière surtout éthique et efficace. L'intelligence artificielle représente une avancée technologique majeure, je l'ai dit, mais les bénéfices potentiels de cette IA sont vastes et variés. Les collectivités territoriales sont confrontées à une série de défis et de risques inhérents à son adoption, que ce soit dans la gestion des données, de la préservation de la vie privée, en passant par des questions éthiques qui vont nous remettre en question et qui vont permettre d'examiner les risques que l'IA pose aux collectivités territoriales. Selon une étude d'analyste de McKinsey, l'adoption généralisée de l'intelligence artificielle pourrait contribuer à créer 2,6 millions d'emplois en Europe d'ici à 2030. 2030, c'est demain, c'est dans presque moins de 6 ans. Et ça va permettre de créer, vous avez vu un certain nombre, Microsoft qui a décidé d'investir 4 milliards en Europe et en France particulièrement sur l'intelligence artificielle. Et donc ça permet de souligner le potentiel pour dynamiser l'économie locale et stimuler la croissance à long terme. C'est une révolution aux multiples facettes pour améliorer, je le disais, le niveau de décision et la façon dont les choses vont pouvoir se mettre en place. Et l'idée au sein de cette délégation, quand on aura la commission qui pourra se réunir, c'est d'être non pas des spectateurs de toute cette révolution, mais d'en être des acteurs en faisant au sein de chacune des collectivités qui sont les vôtres et surtout au sein d'NCPA, un laboratoire de tests, essayer de mettre en place un certain nombre d'outils qui pourront servir chacune de vos communes, que ce soit sur les problèmes administratifs de réponse aux administrés qui pourront être de plus en plus automatisés et de plus en plus pertinentes en fonction des besoins des uns et des autres, mais aussi sur les organisations des agendas. On en parlait avec Madame Daoud, c'était d'avoir vraiment une réflexion sur les plannings, y compris des ordures ménagères. Par exemple, l'intelligence artificielle, elle peut nous permettre de régler un certain nombre de sujets sur la disparité qu'il y a entre chacune de nos territoires et de les lisser en voyant comment améliorer les tournées, comment faire en sorte d'adapter ces tournées entre les saisons et entre les week-ends, entre les semaines. C'est des sujets qu'on évoque depuis des mois et des années, mais aujourd'hui, les outils d'analyse, de logique et de performance que propose l'intelligence artificielle permet d'avoir de plus en plus de tournées, on va dire, de mieux gérer à la fois le personnel et le service rendu à la population. Et donc l'idée, c'est vraiment d'essayer d'avoir au sein de cette délégation une amélioration de l'efficacité des services publics, de fournir à chacun d'entre vous une gamme étendue de services essentiels qui peuvent aller embrasser plein de sujets. Je le disais sur le ramassage des ordures ménagères, mais on peut très bien lister les sujets prioritaires, que ça puisse être aussi pourquoi pas sur l'éducation, sur les animations, sur les besoins de santé, optimiser les itinéraires, la gestion des travaux également, ou même améliorer la gestion du trafic. Dans une autre étude de l'OCDE, l'adoption de l'IA dans les collectivités territoriales permettrait de réduire jusqu'à 20% les coûts opérationnels des administrations locales, là aussi d'ici moins de 10 ans. L'idée, c'est d'intégrer cette intelligence artificielle dans nos processus, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on peut prendre une décision, soit auprès d'un certain nombre de prestataires, soit auprès des programmes qui vont être mis en place, on intègre aujourd'hui l'intelligence artificielle et d'une certaine manière, sans le savoir aujourd'hui, vous vivez accompagné de l'intelligence artificielle. Toutes les nouvelles versions des téléphones portables, toutes les nouvelles versions des ordinateurs que vous avez, toutes les nouvelles versions des programmes que vous utilisez, Word, Excel, PowerPoint et tous ces programmes-là sont aujourd'hui accompagnés d'un système qui s'appelle Copilot. Copilot, c'est une des particularités de Microsoft, de faire en sorte que vous puissiez gagner du temps en productivité par rapport au travail que vous faites. Et sans vous en rendre compte, parfois, sur la façon dont vous tapez vos mails, un certain nombre de choses vous sont presque automatiquement proposées qui vous permettent de répondre de manière
plus rapide, plus efficace. Et donc l'idée, c'est de l'intégrer dans les outils. J'entends ça. Non, mais on verra après sur le débat. Mais de toute façon, encore une fois, on peut être contre ou ne pas être d'accord, mais de toute façon, ça va s'imposer à nous. Donc l'idée, c'est d'essayer d'avoir des outils qui puissent d'abord faire à chacun d'entre vous mieux comprendre ce que c'est tous ces outils d'intelligence artificielle et d'informatique qui vont pouvoir arriver, d'avoir aussi des études ou des réflexions sur de la robotisation. On parle d'un certain nombre d'outils. À Cabourg, on a déjà regardé sur des outils de nettoyage de la plage avec des systèmes de robots qui permettent de nettoyer les plages et de récupérer un certain nombre de choses et qui sont extrêmement efficaces. Ça existe déjà dans certaines plages d'Indonésie et dans certaines plages d'Asie où la plage est préparée entre le matin très tôt et l'arrivée des gens par des systèmes robotisés, et donc ça permet de gagner des gains de productivité, des gains de main-d'œuvre et des résultats qui sont exceptionnels, enfin qui sont vraiment extrêmement aboutis. Donc l'idée, encore une fois, c'est pas d'être fermé à ça. Je sais que c'est une révolution, encore une fois. Je crois qu'on ne mesure pas à quel point ça va changer les choses dans les 10-15 ans. Pour ceux qui parfois prennent l'avion ou qui se retrouvent dans des aéroports, aujourd'hui, toutes les banques d'accueil des aéroports, vous n'avez plus personne derrière. C'est l'ordinateur qui enregistre votre bagage, qui le pèse, qui l'envoie sur le tapis roulant. Alors on peut, encore une fois, c'était plus agréable quand il y avait quelqu'un qui était de l'autre côté du guichet, je suis d'accord avec ça, mais malheureusement c'est aujourd'hui une des orientations qui va être de plus en plus prégnante dans notre quotidien, et l'idée c'est d'avoir sur tous ces sujets-là une commission qui permette de réfléchir à ces outils. Lors de du prochain Salon des maires de France, la plus grande partie des nouveaux exposants sera sur ce sujet de l'intelligence artificielle dans les collectivités territoriales. Et donc, on pourra là aussi y voir un certain nombre de choses. L'idée aussi, c'est de répondre à travers cette commission, et il faudra que chacun puisse remonter les problématiques qui peuvent être les vôtres pour qu'on puisse essayer d'avoir des solutions innovantes, tout en permettant de respecter évidemment les risques de violation de vie privée et de surveillance accrue qui peuvent être aussi une des craintes à la fois des concitoyens et des élus. Mais surtout, encore une fois, d'avoir une prise de conscience éclairée. Les modèles d'intelligence artificielle qui peuvent être utilisés pour analyser des grandes quantités de données et identifier des tendances ou des schémas qui échapperaient à une analyse humaine sont vraiment des outils qui permettent d'avoir des réponses de plus en plus efficaces et qui permettent aussi de répondre à des crises importantes, que ça peut être la gestion humaine, RH, du personnel en fonction des pics d'activité. Et donc l'idée, c'est vraiment d'avoir des réponses qui soient proactives. C'est aussi une réflexion, on en avait besoin et on en a besoin à l'heure d'économie d'échelle sur l'optimisation des ressources et la réduction des coûts. Un cabinet dont le nom est bien connu, mais qui lui aussi a fait une étude là-dessus, qui est McKinsey, estime que l'automatisation pourrait libérer 1,2 trillion de dollars par an en coûts de main-d'œuvre dans le secteur public mondial. Et cette libération de coûts de main-d'œuvre, ça veut dire que c'est des gens qui peuvent être utilisés à d'autres tâches qui sont parfois des tâches difficiles, qui sont des tâches répétitives, qui sont des tâches pas forcément valorisantes. Et donc l'idée, c'est qu'à travers ces systèmes de gestion, on puisse faire en sorte de libérer aussi du personnel pour d'autres tâches qui seraient les nôtres. Il y a aussi une idée qui sera proposée, c'est d'être bien sûr en adéquation et en attente des citoyens. Elle permet aussi, cette intelligence artificielle, de répondre aux problèmes d'horaire, d'accès, de faciliter l'arrivée d'un certain nombre d'informations à tout moment, y compris sur les sujets de santé. Demain, dans les quelques années à venir, on aura de plus en plus des systèmes qui sont informatisés sur des diagnostics médicaux qui permettront d'orienter selon l'urgence les malades ou les personnes qui ont tel ou tel problème vers soit les systèmes d'urgence très importants vers le CHU de Caen, ou sinon de trouver des systèmes de soins à proximité. Et puis surtout, je crois que cette délégation, elle aura aussi une vocation à
accompagner chacun d'entre nous et les fonctionnaires également dans le développement des compétences et de la formation continue. Je souhaite que chacun d'entre nous puisse utiliser à la fois les droits à la formation qui sont les nôtres et que les élus, la plupart du temps, n'utilisent pas ou peu. Je regarde, mais c'est vrai que c'était le cas déjà à la mairie de Cabourg, mais c'est le cas, j'imagine, si je demande autour de cette table quels sont les élus qui ont fait une formation continue sur quelque chose. Aujourd'hui, on est dans l'ère d'une génération où, en fait, on va être en formation continue en permanence. Et que ce soit dans sa vie professionnelle ou dans sa vie personnelle, si on n'est pas accompagné dans une formation continue sur beaucoup de sujets, eh bien, ça va poser de vrais problèmes à la fois à la collectivité et à la fois à chacun d'entre nous, parce que ça devient de plus en plus obligatoire d'être dans une formation continue. Et l'idée de cette délégation, ça sera de vous proposer les meilleures formations par rapport à des sujets qui sont les vôtres et aussi par rapport aux sujets qui sont les plus utiles pour la collectivité. Mais je crois que ce sujet de formation continue est un enjeu d'éducation pour chacun d'entre nous, mais aussi auprès de nos concitoyens, parce que dans les entreprises, désormais, 15 à 20% du temps est consacré à de la formation ou à de l'amélioration, parce que on est déjà presque obsolète, si j'ose dire, j'aime pas ce terme-là, mais malheureusement c'est vrai. Le taux d'obsolescence est extrêmement rapide sur un certain nombre de sujets. Entre les différentes générations, avant, il fallait 1 ou 2 générations pour voir des écarts entre les niveaux de formation des gens. Aujourd'hui, c'est 5 ans au sein d'une entreprise, et 5 ans, c'est rien. Donc si chacun d'entre nous fait ce travail de formation continue, ça sera aussi si j'ose dire, une exigence de plus pour cette collectivité, et ça sera d'autant plus important. L'éthique et la responsabilité, j'en ai parlé tout à l'heure. Il s'agit aussi d'apporter les garanties pour nos concitoyens que tous ces enjeux-là se feront avec éthique et en protégeant leur vie privée et tout le reste. On parle souvent de vie privée, on est toujours très inquiet. Vous savez, on vous dit à chaque fois qu'on vous vend un produit informatique ou qu'il y a des caméras, on vous dit vous inquiétez pas, c'est dans le cloud. Alors, le cloud, c'est jamais que donner ces données à quelqu'un d'autre. Et il y a bien quelqu'un qui à un moment les a. Et c'est vrai que tous ces sujets-là sont aujourd'hui inquiétants pour tout le monde. Mais en même temps, ça répond à des besoins de sécurité de plus en plus exigeants, y compris de la part de nos concitoyens. On le voit bien que même des territoires comme les nôtres peuvent être touchés. Il y a une violence de la société qui est de plus en plus prégnante. Et on peut essayer, à travers des outils, à la fois de répondre à ce besoin de sécurité et en même temps de trouver les garanties ou les exigences de transparence pour que ces données ne soient jamais utilisées à d'autres fins que celles-ci. Donc, voilà, je le disais, c'était comme pour reprendre l'expression de Madame Daoud, avec qui j'ai préparé un peu ce document, c'est d'avoir un poste avancé. Un poste avancé de tout ce qui va nous tomber sur la tête en bien ou en mal à travers les innovations qui vont être développées dans les années à venir, ces innovations qu'on ne pourra pas éviter et sur lesquelles l'idée c'est à travers cette délégation d'avoir un poste avancé pour veiller et vous informer à la fois tous les élus mais aussi nos concitoyens. Je le disais, proposer des formations. Bref, anticiper cette trajectoire du projet de territoire, faire en sorte de préparer l'administration et que NCPA soit un lieu de rencontre et de réflexion sur les enjeux de demain pour être peut-être avoir une idée d'avance, comme disaient d'autres par le passé, sur ce que sera les enjeux de territoire, essayer d'y répondre, faire en sorte qu'on soit les plus à même, avec aussi le droit à l'expérimentation, le droit à l'erreur. Moi, je crois beaucoup à ça, c'est-à-dire que je pense qu'on doit expérimenter des nouvelles choses. Si ça ne marche pas, on corrige le tir, etc. Mais on a aujourd'hui des palettes très très larges d'outils qui nous permettent de faire des choses et d'essayer des choses et de consacrer un budget à ces outils d'expérimentation qui nous permettront
Donc cela prendra la forme d'un catalogue qu'on va vous proposer, à la fois sur les outils de formation, je le disais, mais aussi sur des outils très didactiques sur les choses qui pourront être mises en place auprès de chacune des mairies, et puis de faire en sorte qu'on puisse se convaincre que l'avancée, le progrès, la technologie, ce n'est pas forcément une crainte ou une perte de pouvoir, mais au contraire quelque chose qui permet d'être des opportunités pour l'ensemble du territoire, y compris en termes d'installation d'entreprises. L'intelligence artificielle, elle permet aujourd'hui de se déployer de n'importe où. On n'a plus besoin d'être proche de grandes agglomérations. On l'a vu avec le Covid, à quel point les entreprises pouvaient se travailler de partout. Mais demain, avec cette intelligence artificielle, ça va être encore une réalité de plus en plus importante. Bref, préparer l'avenir pour les générations futures au sein de NCPA, parce que celui qui anticipe les obstacles sur son chemin est mieux équipé pour les surmonter avec succès. Et voilà, je souhaite qu'on puisse réussir ce succès tous ensemble. Merci beaucoup. Merci beaucoup Tristan pour cette introduction qui, à mon avis, peut entraîner un débat, parce que c'est vrai que je pense que le mouvement est inexorable et en même temps, on peut parfois en être inquiet, c'est-à-dire en mesurer l'intérêt, et il y en a un certain nombre. Enfin, tu citais la partie médicale. C'est sûr que l'intelligence artificielle qui observe une radio ou une IRM et qui est capable de dire, parce qu'elle en a vu 250 000, ben là effectivement on a une tumeur ou là on n'en a pas, on voit bien que là il y a un gain. Je prends un autre exemple qui m'avait marqué, l'exemple de la justice. La crainte, ça pourrait être demain de dire, ben finalement, l'intelligence artificielle va être meilleure que le juge, parce qu'elle va pouvoir très rapidement nous sortir 250 jurisprudences, dire ben là on est vraiment dans le même cas de figure et tout, alors qu'aujourd'hui ce qui fait la justice, enfin ce sont les hommes, c'est-à-dire c'est à la fois l'avocat qui va être à même de plaider, de trouver la circonstance particulière, et le juge qui va avoir son appréciation par rapport à ça. Et la crainte, c'est justement la question du curseur, c'est-à-dire jusqu'où va aller le curseur. On pourrait très bien dire, peut-être, plutôt que d'être là comme ça un jeudi soir à 70 autour de la table, peut-être qu'un ordinateur ferait aussi bien que nous. Je le pose un peu en manière de provocation, mais il sera plus intelligent que nous tous réunis, certainement. Est-ce qu'il aura la sensibilité qu'on peut avoir? Est-ce qu'il permettra les échanges qu'on a et qui sont parfois enrichissants? C'est ça aussi la question. Et moi, véritablement, sur le caractère inexorable, j'en suis certain. C'est qui mettra le curseur pour arrêter et dire à partir de ce moment-là, ça redevient du domaine de l'humain, de la décision, parfois imparfaite, mais j'allais dire qui nous appartient. Alors qu'à un moment donné, on peut se trouver quelque part, et pour moi c'est une inquiétude, dépossédé de tout, parce que j'allais dire, ça sera plus de l'aide à la décision, ça sera une décision qui aura été préparée et qu'on nous soumettra. Voilà. Oui, Pierre. Oui, juste un petit mot sur. Moi, je suis au contraire très toujours plutôt attentif de manière positive aux avancées scientifiques, technologiques qui sont faits par les chercheurs, par les hommes, et au contraire, hein, je veux dire, il faut pas avoir un regard passéiste ou frileux sur les avancées technologiques. Ça, j'en suis persuadé. Je suis d'accord aussi avec ce que tu viens de dire, Olivier, c'est que bon, on ne peut pas freiner les avancées scientifiques de ce genre. C'est tout à fait illusoire. Pourquoi je faisais un petit aparté tout à l'heure, c'est que sûrement que l'intelligence artificielle va amener des améliorations dans des tas de domaines. Ça, j'en suis convaincu. Maintenant, une science quelle qu'elle soit, une technologie quelle qu'elle soit, en soi, elle n'est pas bonne ou mauvaise. En soi, ce qui peut être dangereux, c'est l'utilisation qu'on va en faire. Et l'utilisation qu'on va en faire, c'est les hommes. Si c'est mis au service de la rentabilité absolue,
là, il y a des dangers. Il va falloir être très prudent avec sur ce qui va se faire. Si c'est mis au service de l'humain, tu parlais de la santé, mais il y a des tas d'autres domaines dans lesquels, je pense à la mobilité dont on va parler tout à l'heure, sûrement que l'intelligence artificielle pourra nous aider en matière de mobilité à trouver des réponses très intéressantes. Si c'est mis au service de l'humain, je pense que là, il faudra... Alors, d'où... Et là, je te rejoins. C'est bien de le faire, d'avoir fait cette démarche, de commencer à en parler le plus tôt possible, parce que plus on s'accaparera, nous, les éléments pour avoir un avis sur la question, et mieux on sera à même d'intervenir et de limiter les dérives si celles-ci se présentent à nous. Donc, très bien que ce soit fait, mais je pense qu'il faut rester absolument prudent sur l'utilisation qui sera faite de cette nouvelle technologie qui va avoir effectivement des conséquences très importantes sur y compris notre mode de fonctionnement, notre mode de vie. Je pense, si je te donne la parole après, je pense que ça interpelle même notre rapport à la démocratie. Enfin, on voit dans les campagnes électorales, l'intelligence artificielle va rentrer et que, suivant l'auditoire que vous allez rencontrer, on va vous dire voilà ce que vous devez dire à Paul, voilà ce que vous devez dire à Jean. Et quelque part, c'est le fondement même du fonctionnement démocratique qui peut être là interrogé. Oui, il y a beaucoup de sujets qui sont effectivement préoccupants par rapport à l'utilisation de cette intelligence artificielle. Les transhumanistes ou certains qui travaillent sur le devenir de l'intelligence artificielle espèrent même qu'elle remplace la bêtise naturelle humaine, parce que c'est souvent la bêtise, vaste programme. Mais tout ça, tout à l'heure on parlait dans la santé. Aujourd'hui, les diagnostics qui sont faits par l'intelligence artificielle sont 1 million de fois plus performants que n'importe quelle analyse faite par les meilleurs médecins du monde. Moi, j'ai assisté il n'y a pas très longtemps à Dubaï, il y a un musée qui s'appelle le Musée du Futur, qui est un truc incroyable, où on parlait de santé. Aujourd'hui, il y a des systèmes portatifs qui font des radios. Donc voilà, vous passez avec votre téléphone portable, avec l'iPad, il fait la radio directement et il peut vous dire si c'est foulé, cassé, si ça mérite d'aller faire quoi que ce soit. Et voilà, alors il y a évidemment des choses positives, il y a des choses inquiétantes. Sur la démocratie, je pense que oui, c'est un sujet vaste, mais l'idée, ça ne sera pas d'embrasser tous les sujets. Je pense qu'il faudra lister au sein de la commission les 3-4 sujets qui concernent notre intercommunalité. La mobilité, je pense, en fait partie, effectivement, parce qu'on peut, à travers l'intelligence artificielle, travailler sur la mobilité, sur les parcours, sur faire un blablacar au niveau local ou je ne sais quoi. Il y a beaucoup de sujets qui peuvent être faits si tout le monde joue le jeu par rapport à ça. Alors, Patrice Germain, Denis Lelour. Oui, merci Olivier. Si l'intelligence artificielle avait maîtrisé notre système audio, tu aurais vu que j'avais levé la main avant même que Tristan ait terminé. Je voulais d'abord remercier Tristan et, si j'ai bien compris, Radia, de cette réflexion et de la façon de bien poser le problème pour nous aujourd'hui et demain. Je crois que c'était de ce point de vue-là très intéressant. Et si on peut, en plus des textes que nous avons, avoir le texte de ton intervention, Tristan, je pense que ça serait très intéressant pour nous. L'intelligence artificielle, on a commencé à en parler en se faisant des grandes peurs. Elle va prendre notre place, on ne pourra plus réfléchir, c'est elle qui réfléchira à nous, à notre place, on ne pourra plus rien faire, on sera bouffé. Je crois que la première des choses à avoir en tête, et c'est presque par là que tu as commencé, Tristan, dans ton intervention, aujourd'hui, l'intelligence artificielle est intégrée dans le fonctionnement de nos derniers téléphones, derniers ordinateurs, derniers iPads ou autres tablettes. Donc c'est déjà là. Et ça permet de fonctionner et ça nous aide. Et moi, je crois que si effectivement il y a des dossiers
où on peut être aidé grâce à l'intelligence artificielle, j'ai bien dit être aidé. Et pour moi, ce n'est pas une technique qui prendrait la place de l'humain, mais c'est bien une technique qui doit venir aider l'humain. Et tu as cité quelques exemples. Je vais bien sûr reprendre les ordures ménagères, et tu as cité l'appui qui pourrait être fait sur les collectes, etc. On est en train de terminer une tournée de l'ensemble des communes, une par une, le service et le maire et ses adjoints éventuels pour discuter de ce qui se passe en termes d'OM dans la commune. Et ça me fait dire que si des outils comme l'intelligence artificielle doivent pouvoir nous permettre d'améliorer des calculs de recherche, d'optimisation de trajets ou autres, ça ne pourra pas exister, on ne pourra pas, nous, le valider si ce n'est pas en complète conjonction entre la réflexion qu'on a pilote sur le terrain et l'outil qui nous permet d'optimiser un certain nombre de choses et de ne pas faire une bêtise qu'on regretterait après. Mais je crois que c'est vraiment un outil. Tu as parlé de la mobilité. Effectivement, je crois que c'est un des thèmes extrêmement importants. Et on va parler d'un certain nombre de choses, et en particulier d'autopartage. Je crois que l'autopartage, c'est quelque chose qui pourrait être largement optimisé par une utilisation de l'intelligence artificielle dans le logiciel qui permettra de savoir qui passe à tel endroit et qui peut prendre un tel, et donc de faciliter toute cette optimisation de l'utilisation des moyens de déplacement. Je pense que en matière de formation continue, tu as évoqué plein de choses qui sont absolument passionnantes. À notre niveau, ici, je me demande si l'intelligence artificielle ne doit pas être utilisée pour faciliter la compréhension d'un sujet difficile pour chacun d'entre nous, et non pas, comme on pourrait le craindre et comme certains le disent, tellement noyer le poisson qu'on se sent obligé de se fier à un logiciel. Je crois que c'est effectivement pas ça. Et je pense que dans la façon dont nous devons utiliser ces outils-là, c'est bien cet état d'esprit qu'il faut prendre. Mais en matière de formation continue, je crois que c'est tout à fait important. Et puis, je vais terminer en disant qu'en matière d'obsolescence programmée, à 75 ans, je sais ce que c'est que l'obsolescence programmée, mais je pense que justement, et c'est ce que je recherche moi, que l'intelligence artificielle me permette de ralentir au maximum la programmation de cette obsolescence. Oui, le mouvement, il est inévitable. Il aura des effets positifs. Moi, j'ai eu l'occasion de visiter la fondation Zeiss à Oberkoren, ville avec laquelle on est jumelé. Effectivement, en matière de diagnostic médical, ils arrivent à déceler des tumeurs qui sont grosses comme une tête d'épingle. Grâce à l'informatique, grâce aux moyens d'intelligence artificielle, parce que l'interprétation est beaucoup plus pertinente que celle de l'humain. Néanmoins, la question reste de savoir comment on maîtrise ce mouvement, car on va donner encore un peu plus de pouvoir aux GAFA qui, à mon sens, en ont déjà trop.
trop et qui peuvent bousculer les États et en matière de production industrielle permettre des dominations. Ce qui pose, à mon avis, une question de fond sur les questions de la démocratie. Merci. Merci pour cette présentation. Effectivement, moi je te rejoins. Plus de toute façon, face à l'opportunité et au risque de l'intelligence artificielle, ça sera toujours l'équilibre et la balance entre opportunité, solution et risque et limite. Et donc la solution par rapport à ça et à cette évolution scientifique et technologique, ça sera de cultiver notre libre arbitre partout où nous serons et où nous sommes, nous, toutes générations confondues, et aussi toute la jeunesse à venir. Et que ça va être aussi à nous de donner l'exemple, c'est-à-dire en se formant. Ça, j'en suis convaincue. C'est difficile parce que c'est une vraie remise en cause dans beaucoup de choses. Il faut essayer de ne pas tomber dans les prérequis déjà médiatiques de ce qui est diffusé à grande échelle sur l'intelligence artificielle. Je vous rappelle que sur le numérique, on avait dit qu'en l'an 2000, on n'aurait plus rien et que ce serait le burn-out crash total sur Terre. Bon, on en est quand même bien loin. Et donc, ce qui va être intéressant dans cette période, justement, tout en étant très questionnés et challengés les uns et les autres, qu'on soit chef d'entreprise ou responsable public, n'importe quelle échelle, enseignant aussi, enfin je veux dire, on sera tous questionnés par rapport à ce que nous faisons. Plus effectivement nous serons formés avec différents profils. Le choix des formations sera particulièrement important parce qu'il n'y a pas qu'une seule parole sur l'intelligence artificielle ni une seule doctrine. Ça sera très intéressant. De croiser aussi chacun nos compétences sur ces travaux-là, parce que dans l'univers de l'entrepreneuriat, il y a déjà une expertise en phase d'avance de test que je pourrais partager, si vous le voulez bien, avec vous et avec toi dans les travaux dans tes commissions. Les retours d'expérience, souvent, de cet univers sont très intéressants, notamment sur l'approche très humaine, parce que ce qu'on appelle aussi de nos voeux, c'est que ce temps dégagé et géré par l'intelligence artificielle soit au bénéfice de la qualité d'un autre parcours en dégageant du temps humain pour mieux accompagner, mieux comprendre aussi certainement. Et après, au niveau démocratique et financier, effectivement, en France, ça c'est un autre débat qu'on peut retrouver, c'est que voilà, c'est soit on met les moyens et on démultiplie des moyens financiers pour être à la hauteur des GAFA, et on le fait tous ensemble au niveau européen, il y a déjà des prémices. Ça, c'est un autre sujet, mais on est quand même des Lilliputiens par rapport à ce qui se passe ailleurs dans le monde sur les investissements sur l'IA, et c'est bien là notre problème. Mais alors pour le coup, justement, c'est un autre sujet qu'il faut prendre en compte. Il y a des propositions qui sont sur la table, mais à notre échelle, voilà, c'est une belle approche pragmatique. Et encore une fois, effectivement, plus on sera formé, d'abord, plus on parlera de la même chose, et plus on arrivera à se comprendre, en parlant le même langage sur le sujet, certainement à échanger des bonnes pratiques. D'autres territoires aussi travaillent sur ce sujet. En région, on est aussi en train de se positionner, donc ça va être plutôt enthousiasmant et porteur de solutions. Et encore une fois, en ayant bien à l'état d'esprit que, in fine, la décision, c'est l'humain qui le prend. L'idée d'outil me paraît essentielle. Voilà. Et puis, un petit clin d'œil aussi, c'est que dans la formation, aujourd'hui, il y a un vrai recul de la place des femmes sur le digital et le numérique, et que l'IA se nourrit de ce qu'on lui donne, et que la diversité des propos dans l'IA sera un enjeu important, et que pour l'instant, il n'y a que 3% des femmes qui s'intéressent à cette nouvelle technologie. Donc, je le dis, mais c'est très important. Il ne faut pas commettre la même erreur que dans les sciences il y a 50 ans. Voilà. Merci beaucoup pour ces travaux enthousiasmants. Oui, merci, Olivier. Merci Tristan, parce que je trouve que c'est une très bonne introduction au sujet et c'est une excellente chose de réfléchir à tout cela.
on a devant nous quelque chose de fondamental et je suis très pour le fait qu'on ait effectivement une vraie réflexion sur tout ça. Et merci Olivier d'avoir créé justement ça et de se poser la question de l'intelligence territoriale et de l'innovation. J'aimerais simplement peut-être qu'on ne le limite pas à la question de l'intelligence artificielle, qui certes est une révolution je suis entièrement d'accord, qui arrive et qui va tout bouleverser, mais on peut parler aussi d'innovation de façon générale pour savoir, parce que le monde évolue très vite et qu'il faut que nous, on évolue en même temps. Si on ne le fait pas, on va mourir. J'ai passé ma vie professionnelle, moi personnellement, à m'occuper à 50% d'innovation, parce que c'est la seule façon, en tant qu'entrepreneur, de vivre et de savoir avancer. Donc c'est très très bien, je suis ravi qu'on prenne ce genre de sujet en main. Je voudrais juste aborder peut-être deux petits aspects qui me paraissent fondamentaux. Il y en a un premier, c'est qu'il faut qu'on soit là-dedans extrêmement pragmatique, parce qu'il faut se méfier. Il ne faut pas faire trop de grandes envolées lyriques ou de se raccrocher à des gourous qui donnent des tas d'avis là-dessus, qui certes sont très bien pour introduire un sujet, pour parler ou autre, mais il faut derrière qu'on soit très concret, et donc il faut également qu'on n'aborde pas forcément trop de sujets. Il faut faire la politique des petits pas et de se dire, ben voilà, il y a un sujet sur lequel vraiment on peut sans doute progresser, faire quelque chose. C'est indispensable parce que ça va nous arriver dessus, et ça je suis alors là entièrement d'accord. Quand ça nous arrive dessus, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est pas vraiment la question. C'est de savoir qu'est-ce qu'on fait avec, comment est-ce qu'on fait, et comment est-ce qu'on fait pour le transformer plutôt en un avantage et savoir s'adapter au fur et à mesure, plutôt que de le refuser. Donc il faut qu'on se concentre sur 2 ou 3 sujets. Je crois qu'il y a aussi un autre aspect, moi, que je rajouterais bien dans la question, qui est essentiel à mes yeux, c'est que je pense aussi que même si on est assez nombreux dans une communauté de communes comme la nôtre, il faut, je pense, que les échanges soient plus larges. On va pas, ça serait un peu idiot de réinventer la roue, de réinventer un certain nombre de choses ou de se poser des questions, alors que je suis persuadé qu'il y a pas mal d'autres endroits où ils se posent les mêmes questions de la même façon. Je ne parle pas là d'aller chercher des consultants avec qui vont nous servir un déroulé tout fait. J'ai quelques expériences de consultants qui me font quelquefois un petit peu frémir. Donc pas forcément des bureaux conseils, mais plutôt d'échanger avec nos pairs, avec nos homologues dans d'autres cercles, parce qu'ils ont sans doute les mêmes questions que nous. S'ils réfléchissent et que nous aussi, peut-être qu'en confrontant de temps en temps et en échangeant avec eux, on peut également arriver à clarifier nos idées, à avancer et à passer un cran également plus loin. Voilà. Mais de toute façon, c'est le début d'une longue démarche et je salue tout à fait ce démarrage. Oui, Emmanuel. Oui, merci Monsieur le Président. À mon tour de saluer cette initiative que vous avez prise. Alors, peut-être que, Monsieur le Président, vous êtes certainement, d'ailleurs, je crois, inspiré par David Lisnard, parce qu'il a posé aujourd'hui même à ChatGTP, vous savez ce que c'est ChatGTP, on pose une question à ce magnifique logiciel, la question qu'une journaliste de Elle a adressée à Emmanuel Macron sur la relance de la natalité. Apparemment, il aurait réussi à avoir une réponse bien plus conséquente que les services de Monsieur Macron. Donc, on est en pleine actualité. Et c'est vrai que j'entends les débats, et c'est vrai que tout va tourner aussi de ce qu'on va faire de cette intelligence artificielle. Mais peut-être qu'il faut remettre aussi l'école au milieu du village. Aujourd'hui, c'est l'humanité qui a créé cette nécessité, le monde dans lequel on vit. Et j'ai bien peur, cher Pierre, que, en effet, la notion de rentabilité, de mondialisation, de course de plus en plus effrénée à cette rentabilité, eh bien, soit quand même génératrice de cette intelligence artificielle. Le rapport au travail, surtout post-Covid-19, en plus post-Covid-19 a totalement changé, et ce rapport au travail est aussi source d'inquiétude par rapport à cet égard. Les recruteurs vous disent aujourd'hui, en France, quand on recrute, on veut recruter un cadre, eh bien on a des bons candidats qui sortent avec Bac+5, Bac+7, des têtes bien faites, pas de souci à ce niveau-là. On a de la ressource, on a de la ressource humaine, mais alors évidemment, quand vous l'avez devant vous en entretien, il vous dit, bah oui, très bien, parfait, mais moi je vais pas faire 15 heures. Moi, à 18 heures, je suis sorti d'ici. J'arrête, je retrouve mon épouse, mon conjoint, mon ami, et je fais ma vie de famille. Et pendant ce temps-là, en guise de paradoxe, qu'est-ce qu'on a ? On a besoin de plus en plus d'hyper-disponibilité.
Moi, je vois dans ma profession, c'est 250 mails jour à trier, à regarder, à analyser. Et évidemment, la question, c'est de restituer une réponse. Je ne pourrai jamais égaler l'IA dans la rapidité. J'espère l'égaler, voire la surpasser dans la pertinence. Et ça devient de plus en plus complexe. Mais le client qui a envoyé à 9h30 son mail, en tout cas à 10h45, il a déjà appelé l'étude pour savoir qu'est-ce que je faisais de ne pas lui répondre. Donc il y a un moment donné, moi l'IA, il est déjà à l'étude. L'IA trie mes mails en ordre d'arrivée, de pertinence, etc. On a déjà un logiciel qui fait une première analyse pour savoir quel est l'ordre d'urgence de travail, parce que vous imaginez bien que 250 mails, et puis moi qui aspire aussi à une sortie de l'étude à 19h pour m'adonner à mes mandats électifs, évidemment, j'ai besoin de l'intelligence artificielle. Donc c'est quand même une création de l'homme, faite normalement pour l'homme, mais il faut faire vraiment très attention. Je suis tout à fait d'accord parce que je pense que c'est ce gain de productivité qui est à l'origine de l'intelligence artificielle, en tout cas qui l'accélère aujourd'hui, et l'accélère sévèrement. Et on a ce paradoxe, le même client qui va vous appeler, l'usager pour nous, dans nos territoires, qui va vous appeler 1 heure après avoir fait un mail sur lequel il n'a pas eu encore de réponse, lui-même aspire au même repos quotidien que celui qui doit répondre à son mail. Mais ça, il l'a oublié. Donc, comme on est dans des relations, comme tu l'as dit, Pierre, tendues, eh bien, cette tension se ressent aussi au niveau des rapports numériques qui peut lier aujourd'hui les êtres humains. J'ai oublié de vous dire que je m'appelle Emmanuel Porc, je suis délégué de Cabourg. Voilà, non, mais parce que comme M. Bouillon nous a dit que l'institution... Voilà, on n'a pas forcément... Ben voilà. Exactement. Alors la formation, oui, la formation continue, je suis tout à fait d'accord avec ça. On est évidemment dans une période, nous on n'est pas nés forcément avec l'informatique. Voilà, nos aînés ont attendu des décennies avant d'avoir le téléphone. Nous, entre le téléphone et aujourd'hui l'intelligence artificielle, il y a 50 ans, téléphone moderne. Donc, j'allais dire, ça va à une vitesse folle. On l'a dit tout à l'heure. Avant, le fils ne comprenait pas le père. Maintenant, le cadet ne comprend plus l'aîné. Et réciproquement, ça va à une vitesse folle. Et vous parlez justement de dominer l'intelligence artificielle par l'éthique, certes, mais surtout, de plus en plus, à mon sens, par la connaissance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on faisait de l'excellence de nos enfants, de leur formation, l'éclectisme de pouvoir se déplacer dans le monde et de parler 2 langues, 3 langues, 4 langues, 5 langues. On connaît tous, on va pousser nos enfants vers des classes européennes. Il faut continuer à le faire. Mais je pense que le langage qu'il faut maîtriser maintenant, d'abord peut-être, c'est le codage informatique. C'est-à-dire qu'il va falloir que l'homme parle à la machine comme la machine lui parle. Et je pense que là, on a aussi, nous, dans cette affaire-là, une responsabilité. C'est de pouvoir conduire aussi des projets éducatifs de eh bien, la maîtrise du codage et inciter à ce que nos enfants puissent se familiariser dès la plus jeune enfance, eh bien, ce codage informatique. Alors, voilà deux petites choses pour conclure. On débat. Donc, la conclusion, je vois 2 choses à vous dire. La première chose, c'est que bravo d'avoir choisi Tristan Duval, qui est évidemment le meilleur pour maîtriser cette affaire. Et deuxièmement, si vous en avez marre de l'intelligence artificielle et de l'hyper-disponibilité que requiert aujourd'hui le monde dans lequel on vit, eh bien, venez à Cabourg, le temps s'arrête. Merci, monsieur le maire. Alors, est-ce qu'il y a d'autres interventions ou est-ce qu'on peut... Enfin, oui, Harold. Et merci Tristan pour ce que tu as présenté. J'ai juste une petite observation. Si on pouvait éviter de faire appel à McKinsey pour savoir si c'est utile, on ferait des économies, je pense. Bon, donc, enfin, je pense que ce premier échange était intéressant et on voit aussi, et je pense qu'on y est tous attachés, l'idée c'est d'être pragmatique et que ça soit concret, c'est-à-dire qu'on trouve
qu'on ne veuille pas embrasser tout ce que représente l'intelligence artificielle, mais qu'on essaye de voir dans 1, 2 ou 3 domaines à ce qu'elle fasse ses preuves. Voilà. Et que, le cas échéant, elle puisse être étendue après, plutôt que de la voir partout, de la craindre partout. Essayons, nous, d'en tirer le meilleur parti. On passe au point suivant. Merci beaucoup, Tristan. Donc, le point suivant concerne le vote de la taxe de séjour 2025. Alors, je vous rappelle qu'en dépit de la scission qui est intervenue, c'est le Conseil communautaire qui, sur l'ensemble du territoire et de manière uniforme, est appelé, le cas échéant chaque année ou chaque fois qu'il le souhaite, à fixer le tarif de la taxe de séjour. Il y a eu, notamment en raison de l'inflation importante, une réévaluation par décret donc, du barème et qui concerne exclusivement les hôtels 3 étoiles, 4 étoiles, 5 étoiles et les palaces, donc qui est intervenu. Nous avons consulté la ville de Cabourg quand même pour s'assurer que nous étions sur la même longueur d'onde quant à la capacité, le souhait de suivre effectivement l'inflation et d'augmenter le tarif. Et donc, ce qui vous est proposé, c'est pour les palaces qui étaient autrefois à 4,60 € de les passer à 4,80 €. Pour les hôtels de tourisme qui étaient à 3,30 € de les passer à 3,50 €. Pour les hôtels de tourisme 4 étoiles qui étaient à 2,50 € de les passer à 2,60 €. Et pour les hôtels de tourisme 3 étoiles qui étaient à 1,60 € de les passer à 1,70 €. Les autres tarifs sur les meublés, sur les hôtels les plus simples, eux, n'ont pas évolué du tout. Y a-t-il des questions ? Je soumets à votre vote. Qui est contre ? Qui s'abstient? Unanimité. Je vous remercie. Donc, bien entendu, il s'agit des tarifs pour l'année 2025. Point suivant, révision du règlement intérieur du Conseil communautaire. Comme vous le savez, nous avons acté que pour gagner du temps, pour permettre des débats un peu plus fournis, un certain nombre de décisions pourraient être prises par le bureau communautaire, avec bien entendu, comme à chaque fois, comme lorsque je le fais moi-même au titre de délégation que vous m'avez confiée, la nécessité de rendre compte lors du Conseil communautaire suivant. Il apparaît maintenant nécessaire, effectivement, de modifier le règlement intérieur de manière à prendre en compte cette évolution dans notre manière de fonctionner. Alors, on vous a envoyé le nouveau règlement communautaire de la communauté de communes. Donc, les modifications concernent, d'une part, les commissions thématiques, d'autre part, l'information des élus municipaux, avec donc les délégations au président et au bureau communautaire, et donc avec un nouveau chapitre qui concerne les délégations au bureau communautaire. S'agissant des commissions thématiques, donc nous avons fixé un délai pour les convoquer, de manière à ce qu'elles aient des éléments au préalable, avec la nécessité pour les personnes de cette commission, donc, qui sont prévenues assez longtemps à l'avance, de répondre s'ils viendront ou s'ils ne viendront pas, de manière à éviter qu'on se retrouve avec simplement 3 personnes et qu'en réalité, le débat ne puisse pas avoir lieu. Alors, c'est à la fois pour la communauté de communes, donc, la nécessité de vous prévenir plus longtemps à l'avance et de vous envoyer des éléments de réflexion, et pour le conseil, pour les membres du conseil communautaire et des commissions en l'occurrence, eh ben, l'obligation de répondre je viens pas, ce qui permet d'assurer, j'allais dire, un meilleur fonctionnement global du conseil et des commissions. Pour ce qui concerne l'information de l'ensemble des élus, et notamment ceux qui n'appartiennent pas au conseil communautaire, nous referons une actualisation des mails parce qu'on voit bien qu'effectivement, en quelques semaines, en quelques mois, les mails changent. Il y a un certain nombre d'élus qui ne sont plus élus. Enfin voilà, il y a des démissions. Et donc, on refera un point complet de manière à s'assurer que, comme la loi le prévoit, tous les élus municipaux sont bien destinataires des documents et peuvent donc connaître nos débats et les décisions que nous sommes appelés à prendre. Les délégations donc au bureau communautaire, sur le fond,
On a eu le débat lors du dernier conseil, hein, où on a finalement acté qu'un certain nombre de décisions relèveraient maintenant du bureau communautaire, et donc le nouveau règlement prend en compte ces éléments-là, avec donc un parallélisme effectivement par rapport il y a vraiment un parallélisme entre les décisions prises par le président et les décisions prises par le bureau, avec donc à chaque fois un compte-rendu. Et donc ce que nous avons acté en bureau, c'est qu'en réalité, pour simplifier aussi les choses, il y aurait un bureau sur 2 qui serait un bureau prenant des décisions. On en garde un qui est plus informel et un qui prendra des décisions de manière à avoir un cadencement qui en réalité nous permette une fois tous les 15 jours, soit en conseil communautaire, soit en bureau, de prendre des décisions. Voilà, je pense que c'est à peu près tout ce qu'il y a eu comme modification. Et donc, c'est ce qui est soumis à votre vote et, le cas échéant, à nos débats, s'il y avait des questions en la matière. Didier. Juste une question de forme, à mon avis. Dans le texte du nouveau règlement, à l'article 15, à la fin de l'article 15, on vise l'article 9 qui se réfère au mandat. Dans cet article, il est dit que lorsqu'un membre du Conseil communautaire s'écarte de la question traitée, etc., le président peut faire alors application des dispositions prévues à l'article 9. Et à mon avis, il faut se référer à l'article 10 qui vise la police des débats. Me semble. J'ai craint un instant que tu ne veuilles remettre en cause la présidence de l'Assemblée. Non. Je vois qu'il s'agit d'une intervention très formelle sur une erreur de paragraphe. Oui, tu as parfaitement raison. C'est effectivement à l'article 10 qu'il est fait référence, qui concerne la police de l'Assemblée. Thierry, tu as demandé la parole ? Oui, Thierry Cambon, Saint-Léger-du-Beau, parce qu'il faut se présenter. C'est surtout l'information aux élus municipaux. Là, je vois l'obligation d'information des élus municipaux. Alors, si je comprends bien, ça veut dire que tout ce qui va être document de travail, voire compte-rendu des différents conseils communautaires et des commissions, va être transmis à la commune, et c'est la commune qui... Pas du tout. La loi, déjà, nous fait obligation de transmettre à tous les conseillers municipaux les comptes rendus de conseils communautaires. Ça n'arrive jamais sur ma commune. J'ai aucun conseiller municipal qui reçoit les comptes rendus du conseil communautaire. Et ben donc il y a quand même un problème, et on vous a fourni tous les mails en début de... Ah ben oui, mais ça c'est pas... Ah non, mais moi je suis formel là-dessus. Je suis formel. Il a raison parce que chez nous non plus. Ah non, non. Alors, mais moi, aucun conseiller municipal n'a reçu de compte rendu depuis le début de mandat. Je le dis très clairement, je pense qu'on a fait une erreur parce qu'en envoyant aux mairies, je pense que la loi nous fait obligation d'envoyer directement à chacun des... c'est ce qui était prévu au début, Monsieur le Président. C'est ce qu'on a dit au début, tout à fait. On dit que c'est plus le cas maintenant, qu'il y a une évolution de... Mais oui, mais quel est l'intérêt? Enfin, j'allais dire, plus on fait de l'intermédiaire, plus on risque qu'il y ait de la perte en ligne. Si on l'envoie en direct, c'est mieux. Moi, je crois qu'on peut demander, ce qui peut être fait de manière assez simple, c'est demander à chacune des communes de fournir la liste précise avec... On l'a déjà fait. Bon, ça a été fait en début de mandat. À partir de ce moment-là, nous, on envoie à tout le monde. Enfin, mais ça, il n'y a pas d'intérêt d'avoir demandé la liste complète. Ça n'a jamais eu lieu. Oui, ça a fonctionné au tout début, mais je regrette que ça ne soit plus le cas, je le dis, et je demande à ce qu'on mette en œuvre à l'avenir que ça soit le cas, qu'on envoie à tous les conseillers, alors non pas les commissions, mais les comptes rendus de conseils communautaires. Je vous remercie. Ah oui, non mais bien sûr, ça représente 700 adresses, me dit-on, et il appartient bien entendu aux communes
d'être vigilante sur le fait que quand quelqu'un change d'adresse, on soit prévenu. Quand un conseiller démissionne, on n'a plus de raison de lui envoyer et donc on doit être prévenu. Ça veut dire qu'il doit y avoir une tenue à jour également par les communes. Mais c'était la loi truc et proximité, l'engagement et proximité. Et l'idée, c'était véritablement d'informer les conseillers municipaux. Et je le dis d'autant plus facilement que dès le début, dès la loi NOTRe, j'ai fait part de ma crainte d'avoir des élus à deux vitesses avec des conseillers municipaux qui seraient un peu démotivés parce qu'étant totalement en dehors des opérations qui se font. Donc véritablement, moi, je plaide pour que les conseillers municipaux soient parfaitement au courant de ce que l'on traite au sein du conseil communautaire. Quant à la mise à jour des mails, je pense que c'est fait parce que nous, on envoie les conseils municipaux à tous nos élus. Donc, normalement, c'est fait. Alors, il faut amender l'article 24. Eh bien, on va amender, s'il le faut, l'article 24. Oui, non, donc on amende l'article 24, puisque là, il était indiqué dans l'article, c'était une modification, mais donc que je ne souhaite pas. On a indiqué que c'était par le biais des communes. Moi, je pense qu'il appartient il appartient au conseil communautaire, sur la base de listes transmises par les communes, il faut peut-être le rédiger comme ça, sur la base de listes transmises par les communes, d'adresses mail transmises par les communes, d'adresser directement les comptes rendus de conseil communautaire et les documents qui doivent être, que prévoit la loi, à chacun des conseillers municipaux. Voilà, donc je vous demande d'acter cette différence dans l'article 24 par rapport à ce qui vous est proposé ici, sur la transmission des éléments. Y a-t-il d'autres questions ? Alors, avec cette modification donc de l'article 24, et puis de ce qu'avait souligné Didier Lecoeur sur l'erreur de paragraphe, je soumets à votre vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Unanimité. Je vous remercie. Nous passons donc à la validation de la stratégie de mobilité intercommunale. Alors, c'est un long cheminement, mais qui rentre, on l'avait dit, enfin l'objectif qui avait été fixé, vous vous en rappelez, c'était de dire on rentre dans l'opérationnel à la fin du premier semestre, même au mois d'avril, je crois, j'avais dit. Nous n'avons que depuis peu de temps quelqu'un qui est véritablement en charge uniquement de cette question-là. Je pense qu'elle a fait beaucoup de travail, que c'est venu conforter les été fait par les élus et notamment par François Vanier. Et puis il y a eu au cours des dernières semaines des consultations des mairies. Et maintenant, au vu de tout cela, on peut asseoir définitivement une stratégie de mobilité. Je demande à François de vous l'exposer. Oui, merci. Donc François Vanier. Je ne vais pas m'étendre pendant une demi-heure, étant donné qu'il y a eu une communication assez forte qui a été faite au préalable. Je voulais juste dire qu'après la prise de compétences mobilité auprès de la région en mars 2021, ce qui a amené notre communauté de communes à être qualifiée AOM2, Autorité organisatrice des mobilités de niveau 2, la région étant autorité organisatrice des mobilités de niveau 1. Après la délibération du Conseil communautaire de mai 2023 engageant l'élaboration de la stratégie mobilité sur le territoire de Normandie, Cabourg, Pays d'Auge, nous arrivons là aujourd'hui à l'étape d'approbation de cette stratégie. Vous avez tous reçu avec la convocation le document présentant la stratégie. La commission aménagement et mobilité ainsi que le bureau communautaire ont émis préalablement un avis favorable sur ce document. C'est un document qui a été soumis à l'avis des 39 communes du territoire et des remarques et des suggestions ont été retournées par quelques communes. Ça a été pris en compte
Et une réponse a été faite après classement par thème. Donc, dans le tableau que vous avez reçu sur les différentes remarques et les différentes réponses, il y avait un chapitre sur des remarques transversales, un chapitre sur des demandes spécifiques sur le schéma cyclable et notamment sur la liaison nord-sud, un chapitre sur le service de transport à la demande et dernier point concernant l'intermodalité. Les réponses ont été apportées sur ce document pour toutes les communes. Les retours des communes vont permettre à la commission, bien entendu, à la commission aménagement mobilité dans un premier temps, de poursuivre et d'affiner son travail et de rendre compte au bureau et au conseil communautaire. Le plan d'action de la stratégie comporte 3 grands axes, comme indiqué dans la note de synthèse, à savoir en 1, la mise en œuvre du schéma cyclable, la mise en place d'une offre de transport collectif en complément de l'offre de transport régional et la réalisation d'actions en faveur de l'intermodalité. Des prises de contact ont été menées depuis quelques semaines avec différents partenaires et différents prestataires, et également avec nos intercommunalités voisines. Il est donc proposé au Conseil communautaire d'approuver ce soir la stratégie de mobilité de la communauté de communes Normandie-Cabourg-Pays d'Auge et d'engager sa mise en œuvre et son suivi par un comité de pilotage. En dernier point, je souhaite remercier les membres de la commission pour leur participation active, les communes pour leur intérêt sur le sujet et les services de la communauté de communes. Merci. Merci beaucoup François. Donc si je devais résumer en réalité trois grands axes, donc le schéma cyclable, la mise en œuvre de transports en commun et des actions en faveur de la multimodalité à l'échelle du territoire. Exactement. Et ensuite donc pour 2024, pour chacun de ces axes, des actions pratiques. Voilà. Je vous rappelle que nous avons déjà engagé une contractualisation avec Blablacar Delhi lors du dernier conseil communautaire, je crois. Allez, des questions. Oui, Denis. Je note que les services ont produit un document sur la stratégie de mobilité de qualité. Je tenais à le souligner, à les remercier. Les enjeux concernant les mobilités sont déterminants pour les territoires et en particulier l'avenir du nôtre. Sur la base du document qui nous a été fourni, le premier enjeu est la mobilité métropolitaine vers Caen-la-Mer. Je note, comme dans le document, 30 800 déplacements quotidiens en semaine, avec une prédominance de la voiture, 80% des déplacements et seulement entre 6 et 8% pour les transports collectifs. Je constate donc qu'il existe une faiblesse de l'offre de transport collectif vers Caen. Je me félicite donc que le document qui nous est soumis ce soir propose de travailler à une meilleure connectivité avec Caen-la-Mer, ce qui peut certainement se faire à travers ou en complémentarité de la DSP de l'étoile ferrée de Caen, dont la région est maître d'ouvrage, pose la question de la réouverture à l'année de la ligne ferrée d'Yves-Cabourg-Deauville et d'un report modal pour les lycéens des bus verts vers le train, ce qui serait un bon moyen d'améliorer la mobilité de nos jeunes vers le lycée de Deauville et d'assurer l'avenir de notre desserte ferroviaire à l'année. Propose de développer l'intermodalité autour de la gare de Dives-sur-Mer, Cabourg, et d'aires de covoiturage. Enfin, en ce qui concerne le développement de l'itinéraire cyclable nord-sud, le long de la RD 400, il est indispensable qu'il soit connecté au pôle d'activité et de commerce de Dives-sur-Mer, à savoir les zones d'activité des Grands Prés et de la Vignerie, qui constituent un pôle d'emploi, le pôle d'emploi même le plus important de notre communauté de communes. Je peux ? Et je crois que nous sommes parfaitement en accord, Denis. Et juste une précision concernant l'étoile de Caen. Il y a des sociétés, justement, qui se portent concurrentes sur l'appel d'offres sur l'étoile de Caen.
et nous en avons rencontré 2 auprès desquels nous avons très clairement insisté justement sur la ligne d'Yves-Deauville. Je ne sais pas si tu as autre chose à ajouter sur le sujet, Olivier. Non, mais chacun mesure bien, et on le dit depuis le début du mandat, que c'est sans doute l'enjeu majeur, parce que de lui découle tout le reste, et qu'on ne peut pas se louper sur ce dossier-là. Donc je suis content, enfin je trouve que les axes qui ont été retenus sont les axes qu'il fallait retenir, qui permettent de structurer le territoire, et que voilà, que des premières actions commencent. Je pense qu'il faudra faire venir un jour quelqu'un. On a rencontré nous Camp la Mer pour le transport à la demande. Ça correspond véritablement à des choses qui fonctionnent très bien, qui sont coûteuses, mais qui en réalité permettent rapidement un grand nombre de qualité, et puis d'être connecté, par exemple. Enfin, si on va jusqu'à on quitte Hérouvillette, et puis on arrive au rond-point Lazaro, et puis là on peut déposer les personnes qui elles-mêmes repartent, ont plusieurs axes pour repartir sur l'agglomération caennaise à partir des bus de ville. Et j'allais dire, quand on pousse véritablement la réflexion et le travail, on peut imaginer à la fin qu'avec le billet qu'on a acheté à Dives-sur-Mer pour prendre le transport à la demande, on puisse continuer avec le même billet dans les transports de ville de Caen, l'inverse étant vrai également. Voilà, donc j'allais dire, il y a vraiment beaucoup de choses à explorer, mais on voit que cette mobilité, elle est encore pas facile, qu'elle est essentiellement en voiture particulière, et que donc à la fois, j'allais dire, pour l'usager et pour la planète, il y a de gros progrès à faire. Emmanuel Porc. Pardon. Je suis privé du contrôle des opérations, visiblement. Non, mais ça va aller, parce que visiblement je pense qu'on a repris la main sur le système audio. On va pouvoir voir Bernadette, actuellement la parole. Oui, et je peux te la donner. Merci pour ce document super important. Emmanuel, tu n'avais pas terminé? Eh bien, vas-y. Peut-être mon micro, moi. Tiens, il fonctionne. Oui, j'entends bien sur comment la réalité géographique des membres du comité de pilotage. Moi, je posais la question aussi en compétences, c'est-à-dire, enfin, ou en appétence. On le voit sur le complexe acolydique ou d'autres, on peut avoir des conseils municipaux spécialisés et qui peuvent apporter quelque chose. Moi, je pense qu'à Cabourg, j'ai quelqu'un qui est très motivé par ce sujet-là, qui est conseiller municipal et qui emprunte tous les jours les transports en commun du territoire, y compris le train, très régulièrement pour aller à Paris depuis Dives-Cabourg, quand il existe. Voilà, donc c'est pour ça que je pose la question. Le territoire et le maillage territorial au niveau des délégués de ce comité de pilotage, oui, mais est-ce que des appétences particulières peuvent aussi s'y joindre? Il y a dans certaines communes, justement, des référents mobilité. Super. Et merci beaucoup. On sait, comme vous l'affirmez lors de vos vœux, que les Cabourgeais ont du talent. Alors ne nous privons pas des talents cabourgeais. Merci, monsieur le maire de Merville-Francheville. Bernadette.
Je disais que, enfin, merci pour ce document super important. Moi, ce qui me manque, c'est un peu la mobilité des seniors. Je trouve qu'il y a un gros problème. Les familles ne peuvent pas toujours les déplacer pour aller chez le médecin ou autre. Et les taxis ne veulent pas prendre pour 1 kilomètre ou 2 kilomètres, ou quand c'est beaucoup plus de kilomètres. Moi, particulièrement, deux fois par semaine, je fais des visites à domicile parce qu'ils ne peuvent pas se déplacer. Et je trouve que c'est un très gros problème. Voilà, je voulais dire ça. Je peux juste dire un mot sur le sujet. Ça, c'est la situation actuelle. Ça, on le connaît tous, hein, sur l'ensemble du territoire. C'est la raison pour laquelle un axe important est justement un transport complémentaire qui vient en plus du transport organisé par la région. Et là, les contacts que nous prenons actuellement s'orientent sur un TAD, à savoir un transport à la demande. Parce que mettre un bus qui va circuler sur la totalité du territoire, c'est amener les gens de Victor-Ponfol, par exemple, qui vont mettre 2h30 pour aller chez un spécialiste à Cabourg. Le temps que le bus se fasse la boucle, c'est pas possible. Par contre, sur les transports à la demande, on a des propositions sur des lignes régulières et des lignes virtuelles qui se créent en fonction des différents pôles, mais je peux te garantir que c'est pas de la tarte à étudier. Par contre, il faut aussi savoir que c'est un coût qui peut être relativement important, hein, également, hein. Mais il y a une chose qu'on doit avoir à l'esprit également, c'est que nous avons des composantes sociologiques et puis différentes sur le territoire. Nous avons des différences de moyenne d'âge sur les territoires, des différences de population. Il faut faire en sorte de n'oublier personne et de ne laisser tomber personne. Oui, juste un mot, parce que je partage tout ce qui a été dit sur la qualité du rapport et sur l'importance des thèmes qui ont été choisis. J'ajouterai juste un point sur la liaison nord-sud concernant la piste cyclable. Faisons attention que son arrivée sur notre territoire puisse desservir évidemment la zone économique et commerciale de Dives, parce que il y a là, je crois, des circulations modulaires qui sont très importantes, et ça vaut le coup peut-être d'y en avoir une petite partie même qui se fasse sur le mode cyclable. Ce serait une bonne chose. Et puis juste donner un petit élément que j'ai vu un atlas qui a été fait par des universitaires. Il y a eu des études comparatives qui ont été faites entre les universités de Caen, Angers, Nantes, Mans et Rennes. Et cet atlas montre que l'agglomération caennaise polarise 59% des déplacements du Calvados. Donc c'est énorme. Et c'est une particularité de notre région où l'agglomération est dans son étalement, concentre beaucoup de déplacements. Et ce qui est plus intéressant encore, c'est que dans ces 59%, 50% des déplacements sont entre deux flux, le Bessin et l'axe Dives-Cabourg. Ah oui. Il y a une carte, je vous renvoie à cette carte, elle est très significative, vous ne la voyez pas, mais je peux on voit vraiment que c'est le secteur de la Côte Fleurie qui est journellement un des axes
un des axes les plus forts et les plus importants. Et en plus, les géographes qui ont travaillé dessus, ils envisagent que ce phénomène va s'amplifier dans les années qui viennent. Et ils envisagent aussi que une des particularités de la région, c'est d'avoir un centre de Caen qui est très fort, mais aussi d'avoir des polarités qui sont très fortes aussi et qui vont se développer. Si bien que les flux se font dans les deux sens. Dans le sens de la côte fleurie sur Caen et de Caen vers la côte fleurie. Et donc ça a forcément des conséquences sur notre façon d'envisager la mobilité sur notre territoire. Et bien sûr, ça va conforter peut-être tout ce qui est au covoiturage, tout ce qui est... Et on est très attentif, on va être très, très attentif à ce qui va se faire au niveau de la région sur l'étoile ferroviaire de Caen, parce que si on pouvait avoir une liaison ferroviaire entre Cabourg, par exemple, et Caen en matière, et faire une liaison entre la gare de Dives et puis Cabourg, je pense que ça, pour les années qui viennent, ce serait quelque chose qui serait fantastique et qui est contenu dans l'étude qui a été faite, et même dans l'étude qui a été faite par la région, en disant il y a des polarités qui sont importantes. Voilà. On enverra la liste des souhaits à la SNCF, à Réseau Ferré de France, qui n'honore déjà pas ce qu'il doit faire. Oui, à propos des pistes cyclables, j'ai l'impression qu'on envisage les pistes cyclables comme secteur totalement protégé. Et pour avoir discuté avec des gens qui pratiquent la bicyclette, est-ce qu'on ne pourrait pas réfléchir aussi aux pistes et aux voies partagées, voies voitures, et puis avec une bande relativement large sur les côtés, ce qu'on peut appeler les voies partagées, ce qui permettrait de développer les déplacements à bicyclette beaucoup plus rapidement que lorsque on aura des pistes cyclables dans 10 ou 20 ans. Je suis d'accord avec toi, mais c'est pas très sécurisant, notamment pour les jeunes enfants et tout. Hein. Quand c'est une piste qui est vraiment cyclable, c'est quand même plus... oui. Mais on sera certainement contraint d'avoir recours à ça pour une partie, parce qu'on ne pourra pas faire que des pistes cyclables, purement cyclables. Voilà. La pratique me permet aussi de voir que quand tu vois juste le petit cyclable le petit cycliste sur le côté, tu vois des gens qui stationnent dessus. Enfin, t'as de tout hein, aussi hein, quand même. Si, ça marche. J'ai juste ajouté un petit point à ton propos. Moi, je suis d'accord avec toi, Didier, là-dessus. Hein. Faut viser le pratique. Hein. Ensuite, je crois qu'il y a également un point qui est très important. C'est ce qu'on peut nous imposer comme largeur de voie cyclable. Parce que parfois, on nous impose une largeur de voie cyclable à 3 mètres. Alors que en fait les gens peuvent très bien se croiser quand ils ont une piste de 2 mètres de large. Et j'étais hier en conférence sur Sradet où j'étais content d'entendre le président de région justement tenir ce discours-là parce qu'il disait 3 mètres, il faut arrêter. Si on les met à 2 mètres, ça va aller largement. C'est une recommandation du CEREMA, mais le CEREMA il fait des recommandations. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé de suivre les recommandations. Parce qu'il faut également voir à côté que plus on va bitumer large, et puis plus on va être ciblé, parce qu'il y a également des inquiétudes environnementales sur les sujets. Hein. Parce qu'aujourd'hui, on a été, pendant quelques années, on l'avait fait sur Cabalor, à mettre des pistes en sable stabilisées qui devaient normalement tenir suffisamment. Le sable stabilisé sur la communauté urbaine, par exemple, ils ont arrêté. Ils font en bitume. Ils font en bitume parce qu'au moins ça tient, c'est durable, ça tient 20 ans, quoi. Et il y a tous ces facteurs-là également à prendre en compte, en plus du côté pratique et de l'accès sur les voies. Alors, utiliser des bandes larges sur les départementales, oui, c'est possible. Mais dans ces cas-là, il faut quand même une barrière qui sépare et qui protège.
Merci beaucoup, François. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Alors, ce que je vous propose, c'est donc d'adopter, si vous en êtes d'accord, le schéma qui vient de vous être présenté et donc qui va maintenant, qu'il va être arrêté, pouvoir se développer année après année. Donc, est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions, une abstention? Et pour le reste, c'est donc unanimité. Je vous remercie et je félicite et François et l'équipe qui a travaillé sur ce dossier. Nous terminons avec le tableau des effectifs et je donne la parole à Patrice Germain. Merci, Président. Oui, ça va être une délibération relativement simple et qui, normalement, devrait désormais être validée en bureau. Vous savez évidemment que nos agents peuvent bénéficier d'avancement de grade, soit en fonction du respect de conditions d'ancienneté, soit en fonction de réussite à des examens professionnels. Donc, en l'occurrence, le tableau des évolutions de grade doit être présenté actuellement et validé en conseil communautaire. C'est ce que je vais vous présenter. Dans la filière technique, un poste d'adjoint technique à temps complet bénéficie d'une promotion comme adjoint technique principal de 2e classe. 3 adjoints techniques à temps complet bénéficient d'un poste, enfin d'une promotion comme adjoint technique de 2e classe à temps complet. 2 adjoints techniques principaux de 2e classe à temps complet deviennent adjoints techniques principal de 1re classe et 3 agents de maîtrise à temps complet deviennent adjoints de maîtrise principal à temps complet. Ceci pour la filière technique. Pour la filière administrative, un adjoint administratif principal de 2e classe devient adjoint administratif principal de 1re classe. Un adjoint administratif devient adjoint administratif principal de 2e classe. 2 adjoints administratifs principaux de 2e classe deviennent chacun adjoint administratif principal de 1re classe et un rédacteur à temps complet devient rédacteur principal de 2e classe à temps complet. Bien évidemment, l'ensemble de ces promotions a été présenté en CST et validé par le CST. Merci beaucoup, Patrice. Et donc, je vous propose d'adopter ce nouveau tableau des effectifs et d'approuver ces changements. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. C'est peut-être le conseil communautaire le plus court que l'on ait fait, mais de temps en temps, ça fait du bien. Juste, je vais donner la parole à Thierry qui a une question diverse. Je vous rappelle la flamme olympique d'Yves Kaboul-Gatt le 30, donc c'est dans très exactement une semaine. Et on voit que les villes commencent, partout, l'effervescence commence à monter. Et je reprends ce que me disait Pierre tout à l'heure et que je partage complètement. C'est vrai qu'à un moment donné, il ne faut pas que les questions de sécurité obnubilent tout et qu'on finisse par perdre le goût de la fête. Et c'est un peu malheureusement ce qui arrive. On est tellement dans effectivement la crainte de tout et la prévention de tout que on pourrait perdre le goût de la fête partagée et de la fête ensemble. Et donc le 30, le passage de la flamme. Et puis après ça, on a une semaine assez chargée également avec toutes les festivités qui ont trait au débarquement allié. Ceux qui habitent du côté de Merville-Francheville, vous pouvez regarder le château d'eau en passant. Vous avez les portraits de 6 grands libérateurs de 6 mètres de haut qui ont été placés par les pompiers du SDIS sur la partie sommitale du château d'eau et qu'on voit depuis le quart ferré en arrivant. Voilà. Thierry. Oui, Thierry Cambon. Justement, je reviens sur le passage de la flamme olympique. On est très fiers de l'avoir sur les communes de Dives, Cabourg-Houlgate. J'ai cru lire que justement les communes de Dives, Cabourg-Houlgate avaient déjà dévoilé une partie des noms des porteurs de flammes. Qu'en est-il
J'ai lu quand même sur Cabourg, au moins sur Cabourg, quelques noms. Un nom. Enfin, je me trompe peut-être, mais qu'en est-il de la communauté de communes, sachant qu'on apporte un quart du financement? Est-ce qu'on a des noms est-ce qu'on a proposé des noms qui reflètent notre territoire? C'est ma première question. Alors, première réponse, on ne nous l'a pas demandé. Je pense que ça devait être de... Mais parce que c'est Yves Cabourg-Houlgate qui choisissait les... Non. Alors qu'on nous explique le protocole. On a quand même plein de talents sur notre communauté de communes. Je vais vous donner la méthodologie parce que ça remonte quand même à il y a déjà quelques mois. Enfin, ça fait presque plus d'un an qu'on est déjà sur ce sujet-là. Le parcours de la flamme est organisé par le COJO et notamment par une marque sponsor qui est de boissons gazeuses qui s'occupe de choisir les porteurs de la flamme. Il a été demandé aux collectivités à l'époque de parcours de proposer des noms qui seraient étudiés par le COJO pour savoir s'ils seraient choisis en fonction de leur parcours lié au sport. Cabourg a fait la proposition d'une personne, qui était en l'occurrence M. Trébucien, parce qu'il a toute sa vie consacré sa vie au sport, à l'amicale sportive, aux gens, enfin, via l'amicale laïque, etc. Et ce nom-là a été accepté. En revanche, les autres noms, on ne les connaît pas. Et il n'y a pas eu de demande d'autres personnes. Je sais qu'à Houlgate, Olivier Collin n'est pas là, il avait essayé d'avoir Teddy Reiner pour monter les marches à la fin. Je ne sais pas si ça... donc on ne sait pas du tout comment ça se passe, mais c'est vraiment à la main du COJO et plus spécifiquement de la marque sponsor du parcours de la flamme. Merci de cette précision. De boissons gazeuses sucrées qui n'est pas bon pour les sportifs. Voilà. mais qu'on boit beaucoup. Ma deuxième question porte aussi sur l'organisation. Qu'est-ce qu'on a prévu pour faire participer nos scolaires, et principalement les scolaires dont on a la charge, c'est-à-dire Dozulé et Escoville. Qu'en est-il exactement? Alors, je rappelle ce qu'il en est. Donc, tous les scolaires ont reçu, toutes les écoles du territoire, qu'elles dépendent de Normandie-Cabourg, Pays d'Auge ou autrement, ont reçu des propositions pour être sur le parcours de la flamme. Certaines l'ont accepté, d'autres n'ont pas accepté. Et c'était leur choix, et le choix des enseignants également qui pouvaient privilégier telle ou telle décision. S'agissant des élèves de Dozulé et d'Escoville, je crois me rappeler qu'ils vont à Cabourg. Voilà, ils sont à Cabourg, donc il y a des cars qui vont venir les chercher et qui vont les emmener à Cabourg, où, j'allais dire, il y a, au-delà du passage de la flamme, il y a toute une journée d'activité qui est organisée. Tu peux en dire un mot, Emmanuel, peut-être? Oui, en effet, Cabourg, mais comme Dives, comme Houlgate, mais Cabourg a fait la proposition également d'accueillir sur son territoire. Donc nous, on aura 2000 scolaires sur le territoire cabourgais. Nous avons organisé autour du passage de la flamme des Olympiades. Donc toute la ville va être fermée exprès pour le passage de la flamme, et pas que, puisque derrière, un certain nombre de jeux pédagogiques, de sport pourront être pratiqués dans les jardins de la mairie, puis sur les jardins du casino, sur la plage également. Donc en effet, les écoles du ressort de Normandie-Cabourg-Pays d'Auge, au niveau de leur transport, sont pris en charge par Normandie-Cabourg-Pays d'Auge, sont acheminés à Cabourg. Les autres écoles aussi qui participent, Bavent, Ranville et autres, eh bien, nous avons trouvé les équations nécessaires pour que l'ensemble de ces scolaires puissent se retrouver à Cabourg, en ce qui concerne toutes les écoles qui ont répondu présentes. Voilà. Eh ben, je vous en remercie, et je remercie surtout Cabourg de les accepter, et ça me fait énormément plaisir, et ça fait énormément plaisir aux parents des enfants. Ça me paraissait vraiment très naturel, et à tout le monde, qu'on puisse, que ce soit Pierre, que ce soit à Houlgate, que ce soit le président Paz, c'était vraiment pour nous sine qua non. On ne pouvait pas accueillir la flamme sur notre territoire et pas faire profiter l'ensemble des écoles du territoire. Et voilà, sans pousser le bouchon, les financements ont été trouvés naturellement pour accueillir tous les enfants du territoire, même quand il y avait des difficultés.
pour compléter, sur Cabourg, effectivement, il y aura toutes les écoles de la communauté de communes. Sur la ville de Dives, il y aura toutes les écoles de Dives, mais on a le lycée professionnel, le collège et l'école primaire et l'école maternelle. Au total, il y a plus d'1 millier d'enfants qui seront sur le parcours à Dives. Et en amont du passage de la flamme, toute la semaine qui a précédé, les jours qui ont précédé, on a fait des olympiades avec toutes les écoles pour donner faire en sorte que ce soit une vraie fête des scolaires de cette flamme. Et juste pour confirmer ce qu'a dit aussi Tristan, on nous a demandé au tout début de donner des noms. Nous, on en a donné plusieurs. On a donné Guillaume Martin, on a donné on a un jeune joueur de badminton qui est pratiquement sélectionné pour les Jeux Olympiques. On a donné et aussi une athlète qui fait partie de notre club d'athlétisme, Marie, qui a été une internationale. Et on n'a pas eu de retour. On a appris que Guillaume Martin va être sur le Mont Saint-Michel et que on aura la sportive d'athlétisme qui s'appelle Marie et qui sera sur Dives. Mais ça, on l'apprend par la bande. Par contre, je sais qu'il y a 17 porteurs de flammes entre Cabourg, Dives ou Olgat, et sur les 17, on en connaît 2, 3, voilà, et c'est tout. À ma connaissance, ça reste d'ailleurs confidentiel jusqu'à 3 jours, je crois, ou 4 jours avant le jour J. Et donc, on n'a pour l'instant aucune information. Et on avait également à Oulgat proposé un certain nombre de noms, dont Teddy Riner notamment, qui a l'habitude de s'entraîner à Oulgat et de monter et de descendre les 100 marches régulièrement, en courant, bien sûr. Et par ailleurs, nous également, on accueille également les écoles, bien évidemment, et pas seulement l'école d'Oulgat, mais d'autres communes aussi. Et au total, il y en aura un petit peu moins, bien sûr, qu'à Cabourg ou à Dives, mais on a plus de 650 jeunes qui viennent aussi à Oulgat avec toutes sortes de manifestations organisées pour eux et pour leurs familles et pour tous les gens qui vont venir. De faire un effort financier pour tous les enfants des écoles, parce que ça, c'est très important, et à chaque fois de miser sur l'épanouissement personnel. Et puis, un petit clin d'œil en tant que maire de Dozulé pour toute la communauté éducative du pôle scolaire. On fera aussi Dozul en sport. Le 7 juin, ils vont organiser des Olympiades, et puis ils ont fait leur défilé et leur carnaval cette semaine aux couleurs des JO. Donc tout le territoire est au rendez-vous, voilà, avec beaucoup d'enthousiasme, et chacun à son échelle mouille le maillot. Je parle du maillot, pas celui du centre aqualudique, hein, je te vois rigoler, Président, du maillot sportif. Non, un autre petit clin d'œil, mais je mouillerai le maillot parce que j'ai été sélectionné pour courir le marathon des Jeux Olympiques pour tous dans la team des élus. Donc, je ferai le marathon au mois d'août des élus. Donc, je porterai les couleurs d'NCPA à ce niveau-là. Voilà. Non, je ne vais pas parcourir. Mais à la limite, je pourrais m'entraîner aussi. Mais je voulais également parler de la flamme de la liberté. Et à Craigville, nous avons un jeune qui a été sélectionné pour porter la flamme de la liberté. C'est un jeune journaliste qui a candidaté. Il devait être 40 sélectionnés et il devait aller en Angleterre, prendre un paquebot aussi pour les États-Unis. Mais par manque de moyens, la traversée de l'Atlantique n'a pas pu se faire. Toujours est-il qu'il a... c'était une expérience quand même très importante pour lui parce qu'il a été reçu par les autorités civiles et militaires en Angleterre. Voilà, je voulais le signaler. Certain Lémeillet. Merci Didier. Écoutez, sur ces paroles pleines d'optimisme et de bonnes pensées, je vous souhaite à tous une très bonne soirée.